Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de l'ordre de VL, vidéo capacité de niveau 7 des héros, puisque vous avez été nombreux à réagir et à me dire que vous vouliez les avoir dans la vidéo précédente. Donc on est parti pour en faire le tour. Par la magie du montage et du logiciel, poup, je passe ici. J'espère que le micro ça va un peu mieux, j'ai fait des modifications, on verra bien si ça passe. Donc les compétences sont les suivantes. Le dos déjà, hein, c'est un dos assez classique qui rappelle celui de l'alchimiste avec le nom du personnage en bas ici. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? On a, pour commencer donc par la chamane, l'aspiration d'âme. Donc passe la réduction de dégâts, 7 à distance, coup en endurance 4. Au prix d'un jet de foi supérieur ou égal à 17, la chamane et ses alliés retirent tous les effets négatifs qu'ils subissent à l'exception de la corruption. La corruption, c'est un effet un peu particulier, je vous en parlerai à un moment ou à un autre, ou alors je vous laisserai la surprise, je verrai. Puis la chamane inflige un nombre de points de dégâts égal à la valeur totale multipliée par 5 des effets négatifs retirés, répartis comme elle le souhaite entre ses ennemis, ne guérit pas les malédictions. Donc bien sûr, hein, les événements de malédiction, tout ça, on peut toujours pas les guérir. Par contre, on fait sauter tous les effets négatifs et on fait une mandale équivalente au nombre d'effets négatifs qu'on s'est pris dans la tronche. Ensuite, la boucle temporelle pour le seller. Coup en endurance 5. Au prix d'un jet de foi supérieur ou égal à 18, le seller choisit un allié. À la fin du tour du MDD, l'allié revient à l'état exact où il se trouvait au début de son tour précédent. Sa vie, son ordre, sa position, les effets qu'il subissait, tous sont pris en compte par la boucle temporelle. Si je suis mort, si je suis en vie, si j'ai plus ou moins d'effets ou tout ce que vous voulez sur moi, je reviens à l'état exact dans lequel je me trouvais au début de mon tour précédent. À voir exactement dans quelle mesure cet effet peut nous casser le jeu. Je pense qu'il y a moyen de faire des blagues, mais j'ai pas encore trouvé de boucle, hein, sans mauvais jeu de mots, de manière de, je sais pas, de créer une boucle infinie d'endurance ou quelque chose comme ça. À réfléchir, voir ce que j'arrive à faire, mais je pense pas qu'elle cassera le jeu. En tout cas, elle est très intéressante et très drôle à jouer. La copie parfaite, l'une des compétences qui est pour le moment chez nous la plus controversée, pour la simple et bonne raison qu'on ne sait pas encore si elle casse le jeu et on n'arrive pas encore à déterminer, à en comprendre toutes les subtilités, mais la voilà. Pendant son tour, au prix d'un jet d'Inde supérieur ou égal à 16, l'usurpatrice déclenche l'effet d'une capacité non passive d'un allié, mort ou vivant, sans effectuer le jet de validation s'il y en a un. En revanche, l'usurpatrice doit s'acquitter du coût et avoir les prérequis de la compétence. Si l'effet de la compétence se base sur une ou plusieurs caractéristiques, l'usurpatrice considère qu'il s'agit de son intelligence pour chacune d'elles. Alors je vais dégrossir un peu tout ça, parce que c'est un peu le cas le plus compliqué, je pense, de toutes les capacités que l'on ait. Donc, je suis à mon tour, uniquement, je fais un jet d'int, jusque là ça va, et je choisis une capacité non passive d'un allié, qu'il soit mort ou pas. À partir du moment où je peux m'acquitter du coup, donc que ça soit de la vitalité ou de l'endurance, et que j'ai les prérequis, ça veut dire par exemple que je ne peux pas copier-coller l'assassin, niveau 3, l'attaque sournoise par exemple. Si l'effet de la compétence se base sur une ou plusieurs caractéristiques, l'usurpatrice considère qu'il s'agit de son int. Par exemple, si je copie le projectile magique du magicien qui dit la moitié de son int en dégâts ou un truc comme ça, je prends l'intelligence. Si je dis je copie un truc qui utilise la moitié de la dex ou la dex ou ce que vous voulez, j'utilise mon intelligence. Donc ça va être un perso basé full intel qui je pense va faire des blagues et probablement la capacité qui nous fait le plus peur. On essaie de la réfléchir en toutes les configurations possibles, voir si on arrive à trouver des combos qui pourraient nous casser le jeu. Je pense pas qu'on en ait trouvé, en tout cas elle est très forte si elle est mis de pair avec les bons personnages. Donc ça c'est l'usurpatrice. Le cri de ralliement du barbare, le barbare qui est déjà un bourrin hein, en soi, donc on a décidé de lui mettre un truc plus de support soin qui lui permet de rendre donc sans perdre son tour, important, une fois par tour. Pourquoi? Parce que je ne peux pas le spammer, hein, c'est à boîte sans perdre son tour, je ne peux pas le spammer. Le barbare rend temporairement 2 vies plus 2 handes à lui-même et à tous ses alliés. Donc ils sont temporaires, ces 2 vies et ces 2 handes. À la fin du tour du MDD, les joueurs perdent les gains temporaires non utilisés. Donc je gagne 2 de vie. Si je n'ai pas repris des dégâts sur ces 2 de vie à la fin du tour du MDD, et ben je les repère naturellement. Okay, alors je sais pas s'il n'y a pas des gens qui vont faire des trucs en disant est-ce que si je les utilise et je repère quand même 2 de vie, tout ça, on verra comment j'arrive à tourner les phrases, si j'arrive à la changer. Moi elle me paraît claire, je sens quand même qu'il y a des gens qui vont se poser des questions et c'est normal. À voir si j'arrive à trouver une tournure de phrase qui me plaît un peu plus que ça.
Le pyromancien qui s'accompagne d'une carte à côté. Donc déjà, parce que vous me l'avez demandé, vous avez été nombreux à le demander, le pyromancien passif ne peut subir l'effet brûlure, donc il ne peut pas brûler dès qu'il est niveau 7. Coup en endurance 2. Au moment où le pyromancien meurt, il peut utiliser l'esprit enflammé. Le pyromancien se transforme en esprit enflammé pendant un nombre de tours égal à la moitié de sa vite, arrondi à la valeur supérieure. S'il ne tue aucune cible durant ses tours, il meurt et ne peut être réanimé jusqu'à la fin du combat. Donc il se transforme en esprit enflammé, durant lesquels ça va durer un certain nombre de tours qui dépendent de sa vite. Et s'il arrive à tuer quelqu'un, il redevient pyromancien classique. L'esprit enflammé, c'est ça. Son attaque est égale à son int, sa def est égale à sa foi, donc toujours du pyromancien. Inflige 3 points de dégâts et brûlure 3. Se déplace de 7 cases et peut traverser les murs, donc ça va être pour le chapitre 2, ne peut être ciblé par un quelconque effet. Donc en gros on a ce nouveau personnage là qui débarque quand le pyromancien est mort, et si on arrive à tuer quelqu'un avec, hop, on redevient le pyro. L'explosion corrompue, donc qui est la capacité du prodigue de l'ordre, qui est un des nouveaux personnages, qui va faire un peu office de nécromancien. Coup en endurance 2, au moment où un monstre qu'il contrôle meurt, puisqu'il va pouvoir prendre le contrôle des créatures qu'il va affronter, le prodigue de l'ordre peut utiliser l'explosion corrompue. Le prodigue inflige un nombre de points de dégâts égal à sa foi à l'ennemi ayant tué son monstre. Donc dès que quelqu'un tue mon monstre, je le fais exploser à la tronche et ça fait des dégâts. Fissure du voile pour l'imprégné d'Ilus, qui est probablement l'une des compétences pour lesquelles je suis le plus impatient. Au prix d'un jet de foi qu'il faut que je mette en gras supérieur ou égal à 16, l'imprégné d'Ilus fissure le voile. Elle choisit autant de monstres que la moitié de sa foi arrondie à la valeur supérieure. Les monstres disparaissent de la réalité pendant 3 tours. Considérez que ces monstres n'existent plus pendant cette période. Même s'ils n'affrontent pas d'autres monstres, les joueurs sont en combat jusqu'au retour des monstres. Donc ça peut servir de tempo, le temps de soigner, d'utiliser des objets. Ça peut servir de contrôler une moitié de masse de monstres pendant qu'on gère l'autre. Ça a énormément d'utilité. Ça peut servir dans des tonnes de situations. J'ai hâte de la tester, de voir ce qu'elle donne. Cette capacité-là, je pense qu'elle va me faire grandement plaisir. J'ai déjà fait des petits tests, mais pas autant que ce que j'aurais aimé. Guidé par les dieux, ça c'est l'élu divin. L'élu divin qui est plutôt sur une dynamique d'esquive et de survie en tant que défenseur. Quand il arrive au niveau 7, il récupère enfin une compétence offensive. Au prix d'un jet de foi supérieur ou égal à 18, l'élu divin inflige un nombre de points de dégâts égal à 6, multiplié par le nombre de vites qu'il lui manque. Puis si sa cible meurt, il récupère l'intégralité de sa vite. Alors l'élu divin commence, je crois, avec 3 points de vie. C'est un défenseur qui commence avec 3 PV, donc c'est quand même assez particulier. Il ne peut pas défendre forcément au début de la partie. Dès qu'il atteint son niveau 3, il commence à pouvoir le faire. Niveau 5, il est très efficace dans ce taf-là, puisqu'il récupère une esquive. Et niveau 7, du coup, s'il prend des mandales, il lui reste un PV, il ne meurt pas de par son passif de niveau 3. Je vous encourage à aller voir l'encyclopédie pour comprendre tout ça. Et il met des grosses baffes. Donc il va être assez violent, il est assez complet. Et pour l'avoir testé avec des compétences de niveau 1, où il y a moyen de volontairement se faire des dégâts, il y a moyen de faire des blagues hyper intéressantes. L'image miroir, donc ça c'est l'illusionniste qui demande en prérequis de posséder une illusion, coût en endurance 3. Au moment où un allié ou elle-même devrait subir des dégâts, l'illusionniste peut utiliser l'image miroir. L'illusion se déplace à côté du joueur, puis l'attaque touche l'illusion à la place du joueur. Donc ça permet de 1 de téléporter une illusion. Donc ça peut être très fort. J'invoque une illusion à côté de moi. Téléportation. Et l'attaque touche l'illusion à la place du joueur. Donc je protège mes potes. Coût en endurance 3, maintenant que je le vois, c'est peut-être un peu cher parce que le mage du sang, il y a 2-3 persos qui peuvent avoir des effets qui sont à peu près équivalents. À voir si c'est pas trop cher, sachant que l'illusionniste a elle-même un moteur d'endurance pour s'en rendre. Donc voilà, à voir comment elle s'équilibre si c'est pas un poil trop cher. Inspiration héroïque, donc ça c'est ma bardesse préférée, c'est ça. En combat, au prix d'un jet de dex supérieur ou égal à 17 jusqu'à la fin du tour, toutes les capacités des alliés de la bardesse ne coûtent que la moitié de leur coût habituel, arrondi à la valeur supérieure. Donc je divise les coûts par 2, et attention, arrondi à la valeur supérieure, donc ça peut pas être gratuit. Un truc à 1 coûte toujours 1, un truc à 3 coûte du coup 2, puisque c'est supérieur. Intervention du mail, le coût en endurance 4, donc ça c'est le paladin qui a un truc très simple. Le paladin ramène tous ses alliés à la vie, ils reviennent avec 3 vites chacun.
Donc c'est un gros raise de masse. J'ai encore cette image de, je crois que c'est World of Warcraft qui a ce trailer où il y a le paladin qui ramène tout le monde à la vie alors qu'ils sont en train de se faire dérouiller sur le champ de bataille. Regardez cette vidéo, déjà elle est super. Et voilà, c'est inspiré de ce truc là. Je l'ai vu, j'ai dit carrément c'est parti. Et donc voilà l'intervention du mail. L'expérience avant tout, alors là on est en questionnement, voilà. Si vous êtes arrivé à ce stade là de la vidéo, ça fait 10 minutes, si vous savez comment formuler ce truc là, dites-le moi. Le passif, le premier, à chaque fois que vous rentrez à la zone de repos, l'aventurier peut prendre gratuitement 2 objets consommables non uniques chez l'alchimiste. Il faut que je lire le pour, je vais le faire tout de suite. Non unique chez l'alchimiste. Alors non unique, j'entends quoi? J'entends qu'en fait il peut récupérer absolument n'importe quoi sauf les objets unique, genre le passage vers l'entrée secrète, l'anneau de repos et tous les objets uniques qui vont débarquer, la musette enchantée, etc. Non unique, c'est la seule chose qui m'est venue, sauf que ce qui me dérange, c'est que j'ai peur que les gens me disent on a déjà pris une pierre de résurrection, il n'en reste plus qu'une dans la pile, du coup il est plus non unique. Voilà, alors que moi je parle vraiment non unique dans la pile de l'alchimiste au début de la partie, quoi. Donc voilà, si vous avez une tournure de phrase qui dirait un truc comme ça sans être alambiqué, je suis preneur. Passif, le deuxième, l'aventurier utilise tous les objets consommables sans perdre son tour, donc ça veut dire que lui, cramer des trucs, c'est gratos tout le temps. Ce qui veut dire qu'il peut boire une potion d'endurance majeure et rebalancer son x3 dans la foulée en un seul tour, c'est hyper fort aussi. La main d'Ilithil de l'assassin, qui est une attaque, une capacité extrêmement simple mais efficace. Coup en endurance 5, l'assassine utilise son attaque sournoise sans payer son coup, puis elle recommence jusqu'à échouer sa capacité ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cible valide. Donc tant que je touche, je spam ma main d'Ilithil, ça peut faire de très très gros dégâts. Il nous est arrivé de one-shot un boss comme ça. On avait prévu des sauts de l'ultime chance, on avait prévu l'usurpatrice qui permet de faire relancer les dés à des collègues, mais on a one-shot le boss. Mercenaire, coup, donc ça c'est le brigand, coup cristaux 4, hors combat. Le brigand enrôle au choix un griffeton, un mage rouge ou un arbalétrier. Je vous envoie sur l'encyclopédie si vous voulez voir c'est quel type de monstre, c'est des monstres intermédiaires. Le mercenaire joue son tour après celui du brigand. Le mercenaire joue son tour même si le brigand meurt. Donc bien sûr, c'est un enrôlement, c'est pas une illusion, c'est pas une invocation. Donc le gars est là même si le brigand est mort. Le brigand ne peut avoir qu'un mercenaire à la fois. Les joueurs ont 3 tours pour ressusciter le mercenaire lorsqu'il meurt, après quoi il disparaît. Donc vous avez 3 tours si jamais il venait à mourir. Après il faudra le repayer. Sinon vous pouvez le raise comme un joueur classique. Offrande à Kamar, au prix d'un jet d'int. Donc Kamar, ça va être, donc c'est le dieu du sang et de la lignée, donc c'est-à-dire que c'est le mage du sang qu'on est en train de lire. Au prix d'un jet d'int supérieur ou égal à 21, le mage du sang inflige hémorragie 2 à tous les ennemis à 5 cases ou moins. Ça va être en gros, le 5 cases ou moins, ça va être la règle de base pour les attaques de zone, je dirais. Donc le pyromancien va se récupérer sa capacité à réimprimer pour le niveau 5, et il y aura marqué 5 cases ou moins. Puis à chaque fois qu'un ennemi subit des dégâts à cause de l'hémorragie, le mage du sang soigne un allié de la moitié des dégâts infligés arrondis à la valeur supérieure. Donc je fous de l'hémorragie sur tout le monde. Dès que ça fait des dégâts, je soigne un allié. Il ne peut pas se soigner lui-même, mais il peut soigner un allié. Parangon de la Sylve. Donc ça, c'est la guerre Sylvum passif. Au moment où la guerre Sylvum meurt, elle peut utiliser Parangon de la Sylve. Elle rend autant d'andes et de vite que sa foi à tous ses alliés. Elle ne peut être ressuscitée jusqu'à la fin du combat. Donc c'est un peu l'ultime sacrifice au moment de sa mort. Elle claque son truc. Alors elle peut l'utiliser, elle n'est pas obligée, bien entendu. C'est bien marqué peu, ce qui veut dire qu'elle peut se faire reste plusieurs fois. Puis à un moment où il n'y aurait plus de reste, je claque ce truc là. Donc elle a tout intérêt à aller au casse-pipe et à passer en mode défenseur ou à prendre des mandales pour les potes. Je sais pas si vous avez remarqué un petit peu depuis le début, j'ai oublié de le dire en début de vidéo, mais la plupart des capacités niveau 7 complètent les personnages et leur donnent un nouvel aspect. On n'est pas sur le but d'essayer de continuer à pousser les personnages dans un archétype, mais plutôt de leur donner de la rondeur et de la souplesse et plus de possibilités de gérer un petit peu tout ce qu'il y a à gérer. Très bon exemple, c'est la peau cristalline. Coup en endurance 1, à tout moment au prix d'un jet d'Inde supérieur ou égal à 18, le magicien obtient une réduction aux dégâts de 6 jusqu'au début de son prochain tour. Alors il y en a un, je ne sais plus qui c'est, je crois que c'est Benoît Thibault qui m'a dit que c'était une absorption. C'est pas une absorption de dégâts, il absorbe pas 6 dégâts et après ça saute, c'est vraiment une réduction de dégâts qui passe à 6, comme s'il était équipé en armure, quoi, hein. Donc c'est pas j'en absorbe 6 et c'est fini, c'est j'ai 6 de réduction de dégâts jusqu'à la fin du tour. S'il possède une armure, on y vient d'ailleurs, elle perd ses bonus jusqu'à ce que l'effet prenne fin. Donc par contre, l'armure que vous aviez sur vous ne fonctionne plus. Ce qui veut dire qu'il faut aussi faire gaffe.
Si vous avez une armure par exemple qui vous protège de la brûlure, puisqu'il y en a, ou qui vous protège d'un effet quelconque, le MDD peut se servir du fait que vous claquiez cette compétence pour vous attaquer du coup avec les effets de brûlure, etc. Parce que maintenant vous n'allez plus pouvoir les stopper via votre armure, vu que c'est la peau cristalline qui prend le pas. Perfidie, alors ça perfidie, je vais pas m'attarder dessus parce que je vous en ai parlé dans la vidéo de la roublarde, donc allez voir la vidéo sur la roublarde sur YouTube si vous voulez en savoir plus sur les cartes perfidie, parce qu'il y en a 6 ou 7, je vais pas repartir dessus, mais en gros, au prix d'un jet de foi supérieur égal à 12, la roublarde choisit 2 de ces cartes perfidie, donc ça va être une espèce de deck qu'elle aura dans les mains, elle les pose face cachée, elle ne peut annoncer quelle carte elle vient de choisir, ni à elle, ni au MDD, ni à ses alliés, ni personne, il n'y a que elle qui sait, elle ne peut rejouer perfidie avant qu'un déclencheur soit activé, donc en fait les cartes ont un effet qui dit, enfin un déclencheur qui dit quand il se passe ci, quand il se passe mi, et après ça déclenche un effet, dit bah du coup ce qui se déclenche c'est ça. Si un déclencheur est activé, elle doit obligatoirement effectuer l'effet puis récupérer ces 2 cartes perfidie. Donc par contre dès qu'il y a un déclencheur qui est activé, elle le sait, elle est obligée de le faire, donc après ce sera aussi jouer la franc-jeu quoi, et ça déclenche l'effet, elle récupère ses cartes et elle peut rejouer perfidie. Pluie de flèches, porter une arme à distance, c'est notre éclaireur. Cours d'endurance 5. Au prix d'un jet de dex supérieur ou égal à 20, l'éclaireur inflige 3 points de dégâts multipliés par le résultat de son dé à 20 faces. On est à peu près sur une équivalence du barbare. Réparti le plus équitablement possible entre 3 ennemis ou plus. S'il y a moins de 3 ennemis, les dégâts excédents sont perdus. Donc par exemple, je lance mon dé, je fais 20. Ça fait 60 points de dégâts, il y a 3 ennemis, ils prennent 20 chacun. C'est le plus équitable possible. S'il n'y a que 2 ennemis, bah vous faites 20-20 et 20 qui tombent dans le vide pour être le plus équitablement possible. On fait comme s'il y avait 3 ennemis. Pareil, s'il n'y en a qu'un, bah, il prendra que 20. Donc on ne peut pas acharner 60 points de dégâts sur une même personne. C'est vraiment comme s'il y avait 3 ennemis, donc les dégâts excédents sont vraiment perdus. Et si vous avez 6 ennemis et que vous faites 60, et bah, vous pouvez faire 10, 10, 10, 10, 10. Mais il faut être le plus équitable possible. Après, si ça tombe pas juste, c'est vous qui décidez le petit point sur lequel vous mettez tant que vous êtes le plus équitable possible. Potentiel enfoui, l'érudit au prix d'un jet de teinte supérieur ou égal à 18. Un allié ajoute un bonus égal à la moitié de l'intelligence de l'érudit arrondi à la valeur supérieure à tous ses jets de capacité jusqu'à la fin du combat. Ça a été nerf ce truc là parce que c'était fort, avant c'était l'intégralité de l'intelligence. La moitié de l'intelligence d'un érudit ça monte vite à 12 divisé par 2, 6. Ça fait vite un sacré bonus en fait. Il y a plein, du coup, louper ses jets, ça devient très compliqué parce que la plupart des jets, quand on fait des jets de capacité, en gros en dessous de 5, ça commence à être compliqué, au-dessus, ça passe large. Donc en fait, 6, vous loupez jamais, sauf en cas d'échec critique bien sûr. Et puis tous les dégâts, tous les bonus, tout ce que vous voulez, sont considérés en plus avec l'intelligence de l'érudit. Donc du coup, ça fait vraiment un bonus qui est assez violent, qui fait des gros dégâts avec des gros effets. Ça a été nerf. En fait, quand je l'ai écrit, ça me paraissait pas si fort. Et quand je l'ai testé, je dis ok. Sur certains personnages, par exemple, la guerrière Sylvum qui fait des dégâts en fonction de sa force, ça fait vraiment des combos monstrueux. Prison terrestre, le forgeur, le fameux forgeur, le nouveau personnage qui débarque, qui est donc plutôt sur un axe support et qui là va terminer sur un axe contrôle dégâts. Le forgeur inflige les dégâts de son arme à tous les ennemis à 5 cases. J'ai l'impression qu'il y a une petite différence sur la... Ouais, je vais me le noter aussi, il y a une petite différence sur la fonte, je sais pas ce qui s'est passé. Le forgeur inflige les dégâts de son arme à tous les ennemis à 5 cases ou moins, puis il fait apparaître une prison terrestre possédant autant de vide que le double de sa force sur une de ses cibles. Alors, je fais des dégâts de mon arme à tous les ennemis à moins de 5 cases. Puis un mec se prend une prison sur la tronche dans laquelle il va être enfermé. La vitalité de cette prison est égale à la force, au double de la force du forgeur. Donc par exemple j'ai 9 de force, 10 de force, ça fait une prison qui a 20 points de vie. Jusqu'à ce que la prison soit détruite. La cible ne peut se déplacer et ne peut qu'attaquer la prison. Alors du coup si vous mettez un monstre, il peut quand même commencer à s'acharner sur la prison. Tous les joueurs et les monstres peuvent attaquer la prison sans jamais échouer, mais ne peuvent plus interagir avec la cible. On n'a aucun moyen d'interagir avec la cible. Okay, elle est protégée par la prison. Mais du coup ça permet de contrôler un monstre, une personne, quelque chose pendant un laps de temps, tout en faisant des dégâts à tout le monde. Donc il y a un petit peu une équivalence avec l'imprégné d'Ilus, mais sous une forme différente. Et ensuite j'ai rajouté une petite ligne parce que je l'ai fait tester une fois et il n'a pas fallu plus d'une fois pour que les gens me trouvent une feinte. Le monstre joue un tour dès qu'il sort de prison, parce que ce que m'ont fait les joueurs, si vous avez regardé un petit peu le Facebook, j'ai fait des parties de chapitre 2 avec quelques gars il n'y a pas longtemps, il y a un petit malin qui m'a dit bah c'est pas grave, on va attendre que le monstre... Ils ont tué tout le monde, il n'y avait plus que le mec dans la prison. Ils ont attendu que le monstre casse la prison, ce qui prenait son tour au monstre. Et du coup, ils étaient tous
à 9, prêt à le dérouiller et gagner tous un tour gratos. Donc dès que le monstre sort de la prison, il joue un tour. Comme ça, vous allez arrêter de faire les petits malins. Purger l'hérésie. Le chasseur de l'ordre choisit un ennemi. Donc le chasseur de l'ordre, c'est le nouveau fameux personnage dont je vous parlais dans la vidéo juste avant. Allez le voir si vous voulez. En commençant par le chasseur en alternant, d'ailleurs je vous ai parlé déjà de sa capacité. Le chasseur et l'ennemi jouent 2 tours supplémentaires. Si l'un des deux meurt, purger l'hérésie prend fin. Donc en gros, je choisis un mec et moi en tant que chasseur. Et je joue un tour, il joue un tour, je joue un tour, il joue un tour. Donc c'est une espèce de duel qui peut avoir énormément d'effets intéressants. Pareil, ça permet c'est du Magic, ce qu'on appellerait du time walk, donc c'est-à-dire que ça permet de gagner du temps, gagner des tours, reprendre un peu la main sur le champ de bataille en cas de besoin. Ça coûte que 2 d'endurance pour la simple et bonne raison que c'est quand même à double tranchant. C'est-à-dire que l'autre monstre joue aussi son tour, et si jamais vous veniez à le tuer, ou si vous veniez à mourir pour X raison, l'effet s'arrête. Donc vous ne pouvez pas par exemple le faire sur un archer tout pourri qui a un point de vie, le tuer, ou même qu'il est empoisonné par exemple, il meurt tout seul et vous avez gagné 2 tours gratos. Ça ne marche pas comme ça, dès que l'un des deux meurt, l'effet prend fin. Donc il faut vraiment réfléchir à comment l'utiliser, mais ça peut être très drôle. Rage de vaincre, briseur de horde, qui du coup peut vraiment choisir un axe DPS ou défenseur, donc force de frappe ou défenseur. Prérequis, porter un bouclier. Premier effet, passif, le briseur de horde applique un bonus de 2 à sa def par ennemi sur le champ de bataille. Deuxième effet, prérequis, ne pas porter de bouclier, donc c'est ou l'un ou l'autre. Le briseur de horde applique un bonus de 2 à ses jets d'attaque et de capacité par ennemi sur le champ de bataille. Plus il y a de monde, plus il est efficace, soit en défenseur, soit en attaquant. Guérisseur, guérisseur qui soignait, qui ramenait à la vie et qui a bien besoin de faire des dégâts. Donc maintenant il a une compétence très simple. Au prix d'un jet de fois supérieur ou égal à 18, le guérisseur inflige un nombre de points de dégâts, un nombre de dégâts égal, je vais mettre un nombre de points de dégâts, égal au double de sa foi à 2 ennemis adjacents. Rempart infranchissable, le chevalier, notre défenseur par excellence. Lui, j'ai longuement réfléchi, est-ce que je le sortais de son rôle, est-ce que je le laissais comme ça? Il est bien le chevalier dans son rôle de défenseur support. J'avais pas envie de lui donner un truc de soin ou lui donner un gros truc de bourrin. Les gens qui jouent le chevalier, ils le jouent pour faire des trucs de chevalerie et surtout des comportements de défenseur. Donc je lui ai dit ok, on va y aller all-in pour lui. Ce sera un petit peu l'exception à la règle. C'est parti. Passif, souligné donc chapitre 2. Les ennemis ne peuvent passer à côté du chevalier sans s'arrêter, ce qui veut dire que je ne peux pas... Je peux repartir d'à côté de lui et me barrer, mais je ne peux pas passer sans m'arrêter, sachant qu'il y aura un jet pour passer à côté des gens qui sera probablement axé sur la défense du monstre ou du héros. Donc plus j'ai de défense, plus je suis difficile à passer à côté. Coup en endurance 1, à chaque fois que le chevalier réussit un jet de def sur une attaque au corps à corps, il peut attaquer son assaillant avec son arme. Donc à chaque fois que je réussis à me défendre, et je peux mandaler le mec qui m'a attaqué. Donc ça peut faire des combos très drôles, très très efficaces. Et puis c'est terminé, que je dise pas de bêtises. Rempart infranchissable, c'est bien le dernier. C'est bien le dernier. Donc on a fait le tour des 24 compétences en à peu près 23 minutes, donc 1 minute par compétence. C'est pas mal, je m'attarde pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire. Je vous fais des gros poutous, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et je coupe, si je trouve le bouton, ici.